Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre programme de divertissement et de variété musicale Move. Aujourd'hui, notre programme s'ouvre sur un invité très spécial. Un invité très spécial, lui, il a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses. Lui, il est artiste, musicien. Il s'agit bien sûr de Salatiel, patron du Alpha Beta Records. Bonjour Salatiel. Alors, mesdames et messieurs, effectivement, c'est un artiste, musicien, mais pas uniquement. Salatiel est également beatmaker, producteur ou encore instrumentiste. Beaucoup de casquettes pour un seul homme. C'est un peu lourd à porter. Alors on va y aller. Focus, Franco. La première question, Salatiel, ce sera un petit rappel. En 2005, tu réussis à avoir ton GCE Advanced Level, l'équivalent du bac, du côté anglophone, si on peut dire ça comme ça. Et tu vas à l'université de Yaoundé 1, où ta première passion, c'est la médecine. Tu rêves de devenir médecin. La question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir à quel moment s'est opéré le petit changement, à quel moment s'est opéré le changement radical d'orientation entre la médecine et la musique. Bien sûr, un étudiant en médecine, fan de médecine, si on peut dire ça comme ça, et aujourd'hui aspirant à devenir musicien, ça peut porter équivoque. Eh bien, on a l'intention de te demander quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au cours de ton changement de cap. Naturellement, tu quittes la ville de Yaoundé pour t'installer dans la capitale régionale du sud-ouest, Buea, où tu fais la rencontre de plusieurs personnes qui t'incitent à aimer cette nouvelle profession que tu espères embrasser, la musique. Mais bien sûr, tu enchaînes plusieurs concours. Ce que les gens ne savent pas, tu es dans le concours Musique Star, que tu ne remportes pas bien sûr, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu vas plus loin, du côté du Nescafé Contest, tu es premier au Cameroun et deuxième notamment au Sénégal. Ce qu'on voudrait te demander, c'est à quel moment naît le projet Alpha Beta Records, ta maison de production. Bien, Salatiel, on ne va pas omettre de te poser cette petite question. La consécration de ta carrière d'artiste à l'échelle internationale arrive tout récemment avec la collaboration que tu as eue avec la reine du R&B, Beyoncé, notamment dans le titre Water. C'est énorme, ça fait gros pour un artiste tout droit sorti du terroir et qui, il y a quelques années, enchaînait les concours musicaux. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle a été ta réaction lorsque la reine du R&B t'a contacté pour une collaboration. Bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette interview, mais bien sûr, on ne va pas séparer comme ça. Salatiel, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel conseil tu pourrais donner à la nouvelle génération, à ces jeunes qui te regardent et qui forcément t'admirent et aimeraient avoir le même parcours que toi. Quel conseil tu pourrais leur donner pour atteindre leurs objectifs? Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. C'était l'interview de votre programme de divertissement et de variété musicale Move. Et nous recevions Salatiel, patron de Alpha Beta Records, qui s'est prêté au jeu des questions-réponses. Pour nous, nous espérons que vous avez tiré votre épingle du jeu de cette batterie de questions que nous avons soumis à notre invité. Merci encore Salatiel d'avoir répondu présent à notre invitation et peut-être à la prochaine fois. D'accord. Cédric. Donc, bonne introduction dans le cadre d'une émission, c'est bien. Bonne introduction. Maintenant, il faut faire attention au langage. Je devrais-je dire à la langue et comment utiliser les mots. Comment s'est opéré, je pense, c'est le changement entre médecine et musique. Il faut dire ça autrement. Il n'y a pas eu un changement entre médecine et musique quand même. C'est pas la musique et la médecine qui ont décidé de se changer. C'est pas des personnes. Hein? D'accord? Donc il faut trouver des expressions et des mots faciles pour juste dire les choses simplement. D'accord? Des fois, on veut améliorer son français et on est en train de
peut casser. Donc il faut faire attention à tout ça. Maintenant, l'autre chose, c'est que tu as donné des informations avant de poser des questions, mais des fois, les informations que tu donnais n'allaient pas avec la question qui suivait. Surtout quand tu as parlé des concours, après avoir fait plusieurs concours, comment est né Alpha Beta Record? C'est court-circuité, là, je ne comprends pas trop le lien, d'accord? Le lien avec les concours qu'il a fait et Alpha Beta Record. Tu aurais pu dire autre chose que ça, d'accord? Je ne veux pas dire après avoir fait plein de concours et comment est né Alpha Beta Record. Si tu veux aligner concours et Alpha Beta Record, tu peux plutôt dire ça d'une autre manière. Si tu veux mettre les deux dans la question, c'est différent. Il faut plutôt parler que tu pars des concours pour te faire une place dans le monde musical. Et finalement, c'est à travers ta propre boîte. Tu vois. Parce que tous ces concours, le but, c'est d'avoir des producteurs après. Oui, oui. Voilà, donc tu aurais pu partir là-dessus. Hein? Plusieurs concours pour avoir un producteur et finalement tu deviens ton propre, tu as ta propre maison de simple. production. Ouais, ça a l'air simple comme ça et ça a l'air de rien. C'est aussi un exercice qu'on vous donne pour vous faire comprendre que l'interview n'est pas si facile que ça. C'est même la chose des fois la plus difficile. Et très peu de personnes le savent. Le reporter, tu vas sur place, tu as vu des choses, tu as entendu des choses et tu mets sur le papier, d'accord? Hein? Maintenant, c'est dans la manière de le dire que, voilà, on va voir la pertinence. L'interview, je ne vous mens pas, c'est pas facile l'interview. C'est pas du tout facile. Des fois, on finit une interview et soi-même, on n'est pas très content de soi, pourtant on a fini. Hein. Parce qu'on n'a pas, finalement, il n'y avait rien de... Et puis, tu vas voir des présentateurs ou des intervieweurs qui oublient qu'ils ne savent pas interviewer, surtout en train de dire, mais il n'a rien dit de bon. Oh, moi, je l'ai interviewé, mais vraiment, j'ai rien... Tu vois, ils ne comprennent pas que c'est eux le problème, c'est pas l'invité, des fois. Donc, c'est important de savoir comment amener les choses. Et des fois, quand on fait des petites erreurs comme ça dans nos questions, nous, les personnes qui interviewent, on ne se rend pas compte qu'on a tout cassé notre interview parce que celui qui est en face comprend des fois. Des fois, tu tombes sur quelqu'un qui connaît bien parler français, qui sait comment on met les mots, les phrases, il comprend tout. Et là, dans la question, il se rend compte qu'en fait, tu as fait une grave erreur et tu es là, tout peinard, tu ne te rends même pas compte. Mais lui, même s'il voulait te dire toutes les choses de la terre, tout ce qu'il a dans sa tête, il va être un peu... Voilà, il n'est pas en confiance. Donc il faut faire attention, nos erreurs de langage peuvent faire que la personne en face se ferme. D'accord? C'est pour ça qu'il faut bien la préparer, l'interview, mais vraiment bien. Et être le plus simple possible. C'est vraiment la règle d'or. Bon, la question de fin avec le conseil, c'est bien. C'est souvent par là de manière générale et classique, qu'on achève souvent une interview. Mais ce que les personnes qu'on interviewe n'aiment pas à chaque fois, c'est d'avoir en face d'eux quelqu'un qui ne sait rien à leur CV, à leur carrière, et qui pose des questions bateau. Voilà, ils n'aiment pas ça. Ils aiment sentir qu'on a travaillé avant de les inviter. Beaucoup se sont plaints. Hein. Donc voilà un tout petit peu. Maintenant, le choix des questions. Le but, c'était quoi pour toi? En fait, le but pour moi, c'était de montrer aux téléspectateurs qui nous suivent, probablement beaucoup plus des jeunes, qu'on peut choisir une orientation et se retrouver dans une autre. L'important, c'est de croire en ce qu'on veut faire. Parce que Salatiel, il a enchaîné des concours qu'il n'a pas tous gagnés, mais malgré ça, il n'a rien lâché. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il est ce qu'il est. Donc, il faut qu'on le sente à travers ta manière de formuler ta question. Parce que ce n'est pas comme ça que moi, je l'ai perçu. La manière de poser la question. D'accord? Sur les difficultés. Tu devais nous montrer dans une question que malgré tout, vous avez foncé. Vous n'avez pas lâché. Il faut qu'il y ait ça quelque part au moins. D'accord? Vous n'avez pas baissé les bras. Voilà. J'ai aussi eu ce sentiment là au niveau de la deuxième question, les difficultés qu'il a rencontrées. Oui. C'était trop, c'était un peu plat. Les difficultés que vous avez rencontrées, c'est basique quoi. Il faut rentrer dans sa vie pour sortir les difficultés, les dire
et lui demander d'expliquer comment il s'en est sorti, quoi. Je veux dire, c'est important de... Voilà. Quelqu'un d'autre, j'espère que pendant qu'on discute, vous comprenez un peu ce qu'il faut pour une interview, ce qu'il ne faut pas faire, parce que je ne vais pas revenir dessus. Hein, donc s'il y a des questions, ça doit se faire maintenant. Patel. Allez, bonsoir et bienvenue à vous ce dimanche encore sur Canal 2 International. On espère que vous allez bien ce soir. Oui, on espère également que votre week-end se termine plutôt de plus belle malgré toutes les difficultés. Vous qui êtes certainement couchés dans des lits d'hôpitaux, dans des prisons ou alors vous qui aviez tout simplement perdu espoir. Car il faut le dire, le dimanche, pendant que certains se retrouvent autour d'un pot, il y en a qui vraiment souffrent. Ils souffrent véritablement et on espère justement que ce soir, à travers l'invité que nous allons recevoir, vous allez vous également recevoir ce sourire et cet espoir. Nous recevons aujourd'hui une icône de la musique camerounaise, son nom André-Marie Talla. 45 ans de carrière, il est aujourd'hui un modèle palpable pour la nouvelle génération. André-Marie Talla, c'est surtout plusieurs titres à succès et nous le recevons à l'instant sur la télé à travers cette chanson. Yaoundé, la capitale du Cameroun, Yaoundé, la capitale de notre beau pays. Vous pensez véritablement que notre beau pays vous a tout rendu, André-Marie Talla? Bonjour et bienvenue. D'accord. Alors papa, on note que vous êtes né en 29 octobre 1950, c'est à Bandjoun, votre village, c'est bien ça? D'accord. Parlez-nous de votre enfance, s'il vous plaît. Une enfance plutôt chaleureuse, on s'est rendu compte. Vous confirmez? D'accord. Merci. Alors, papa André-Marie Talla, on note également que votre enfance aura été difficile, mais c'est une enfance qui n'aura pas empêché que vous vous lancez dans la musique. Comment se fait donc la rencontre entre vous et la musique? Parlez-nous également en quelques mots de votre carrière musicale, les obstacles et les moments forts, ces moments où vous vous êtes dit, ben là, je ne me suis pas trompé de chemin. D'accord. Merci. Au vu de votre parcours, pourquoi êtes-vous devenu artiste musicien? Ma question, c'est dans deux volets. Pourquoi êtes-vous tout d'abord devenu artiste musicien? Et par après, est-ce que vous avez des regrets? Et voilà, des regrets. Oui. Et les projets? Est-ce qu'on peut savoir véritablement ce que vous nous réservez pour les tout prochains mois? D'accord. Merci. Papa, nous sommes parvenus au thème de notre échange. Quel message pouvez-vous justement donner à la nouvelle génération? Oui, cette génération en herbe, cette génération qui très souvent ne sait véritablement pas vers qui se tourner, qui ne fait souvent pas les choses comme ils se doivent. Un message à l'endroit de ces jeunes-là qui, comme vous, aimeraient être de véritables prototypes demain. Ouais. Et pour finir, la toute dernière question, est-ce qu'on peut savoir quel est le hobby préféré d'André-Marie Talla? Est-ce que vous jouez au foot? On sait que pour un non-voyant, c'est quand même un peu paradoxal, mais j'aimerais savoir si c'est pas trop dit. D'accord. Ce qu'on retient d'André-Marie Talla, c'est que c'est un artiste musicien, certes non-voyant, mais qui a compris que malgré les difficultés, malgré le handicap, il n'est pas question de baisser les bras. Tout au contraire, il est question de travailler. Et c'est seulement en travaillant que nous réussissons à faire des choses énormes. On espère que vous suivrez justement son exemple. Bonne semaine de travail, bonne fête de moutons. Et à dimanche, s'il plaît à Dieu, avec toujours le même sourire. Merci Patel. Alors on a écouté Patel. Le contexte était pas mal, c'était dans un programme, c'est pas mal. Même si c'est pas le but de notre exercice.
Donc ici, on est là pour juger l'interview elle-même. Et je suis un peu embêtée avec le début de l'interview, avec les questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous confirmez? C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil pour la personne qu'on interviewe. C'est pas aussi gentil pour ceux qui regardent. D'accord? Parce que ça montre que soit on a fait semblant de chercher, on a trouvé et on ne sait pas, et donc ça met celui qui est en face dans une demi-confiance. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de ça. Dis ce que tu as à dire sur l'invité, ne lui demande pas si c'est ça. D'accord? Permets-lui de te dire lui-même que ah non, c'est pas ça. Mais ne te retrouve pas en train de lui demander c'est ça, c'est confirmé. On peut poser ce genre de questions quand il s'agit d'une promotion, d'une date de spectacle ou d'un, je sais pas, juste pour lui faire dire des choses. Mais tu ne peux pas parler de lui, de sa vie ou de son enfance et tu demandes si c'est ça. Vous vous appelez tel, vous êtes né comme ça, c'est ça? Déjà, pour le début d'une interview, si c'est moi que tu interviews, ça me choque un peu. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec ça. D'accord? Et c'est un peu embrouillé parce qu'au début, tu parles d'une enfance chaleureuse. Après, tu te retrouves en train de dire directement après difficile. C'est-à-dire, c'est embêtant. Et ça met le téléspectateur dans une espèce de « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Même si son enfance a été très belle et moins belle, n'en fais pas deux questions donc, puisque tu parles toujours de son enfance. Trouve un moyen de dire les choses de manière subtile, surtout que c'est délicat de parler du handicap de quelqu'un, que ce soit un invité ou pas. Donc il ne s'agit pas, c'est pas seulement parce que c'est lui, mais ça peut être mal perçu par l'invité, par ceux qui regardent, comme si tu ne savais pas trop ce que tu fais ou ce que tu dis. D'accord? Il faut choisir. Si tu as envie de dire qu'il a une belle enfance, il faut que tu aies les éléments. Parce que tu es en face de quelqu'un qui a eu un handicap depuis l'âge de 15 ans. Donc si tu veux taxer son enfance belle, donc avant les 15 ans où il y a eu le début de sa malvoyance, il faut que tu trouves des éléments. Parce que tu as juste dit de ta bouche qu'il a eu une très belle enfance. Mais comment tu sais? Donne-nous des éléments. Si quelque part tu as entendu dire qu'il avait de très beaux jours avec sa grand-mère à la cuisine, je ne sais pas, tu le dis. Et là, nous comprenons. Parce que pour l'instant, beaucoup de gens savent que depuis son enfance, il ne voit pas. D'accord? Donc il faut savoir dire les choses. C'est quelqu'un qui a d'abord eu la vue, il était voyant avant. Ce n'est pas un malvoyant depuis la naissance. Hein. Donc il y a tout ça, c'est-à-dire, et tout ça, c'est des informations qu'on doit avoir avant. Pour ne pas se retrouver, je veux dire, ridicule devant lui ou devant ceux qui regardent. Il faut savoir, il faut connaître son parcours véritable. Il connaît ce que c'est la table, la couleur verte. Il a eu le temps de connaître tout ça. Donc il n'est pas un malvoyant comme les autres d'abord. Si tu ne sais pas ça, tu vas te perdre parce que tu as d'abord dit que son enfance était belle. C'est comme si tu te rappelles encore qu'il est malvoyant et tu reviens sur difficile. Et puis non, ça veut dire que tu n'as pas bien préparé ton interview. D'accord? Elle n'est pas bien préparée. Ensuite, tu as le même problème avec regret, projet. Ça ne se met pas ensemble. Tu dis d'abord est-ce que vous avez des regrets? Et directement après, il y a des projets. Donc, il n'a même pas encore fini de répondre à regret. Tu lui demandes déjà ses projets. Il a des regrets. Ça doit être dans sa vie ou dans son métier. On ne sait pas trop, mais il peut répondre sur tous les plans. Ou alors, il va te relancer, te dire dans quel... Il ne comprend pas trop les regrets. Par rapport à quoi? Parce que la question d'avant était sur... Tu vois, c'est très... Donc, ton interview, malheureusement, n'est pas très bien construite. Pas du tout. Donc, regret, projet, on ne comprend pas. D'accord? Et dès qu'il parle des projets, il revient encore sur le message à la nouvelle génération. Ça va pas trop. Voilà. Donc, ton but, c'était quoi dans cette interview? Le parcours et la carrière de l'artiste. Pourquoi? C'est pas ça, ma question. On a dit que l'objectif va plus loin. L'objectif, c'est en fonction du téléspectateur, pas en fonction... De montrer qu'il a réussi malgré son enfance difficile, malgré sa cécité. C'est pas ce que tu nous as dit dans ton interview.
D'accord? La formulation des questions ne nous amène pas vers cet objectif. Donc, ça veut dire que c'est pas bien préparé. On fixe son objectif. Par rapport à un invité, on fixe son objectif. Et après, on fait des questions en fonction. Si tu veux montrer que malgré son handicap, il a pu traverser des choses difficiles, mais il a un parcours riche, il faut que dans toutes tes questions, on le ressente. On ne l'a pas ressenti. Hein? Puisque tu mets une ambiguïté toi-même entre tout. Tu mets chaleureux, difficile, regret, projet. Donc déjà là, ça gâche tout. Et ça t'a pris 4 questions. Puisque tu en as fait des questions. Chaleureux, c'était une question. Enfant difficile, une autre. Regret, une autre. Projet, une autre. Les messages à la nouvelle génération. Et puis en plus, tu viens encore le mettre très mal en point avec est-ce qu'il joue au foot. Je sais pas, sincèrement. Tu aurais pu aller sur une anecdote qui se dit autour de lui, qu'il va au stade, qu'il regarde des matchs de foot. Et comme ça, lever l'équivoque sur le fait qu'en fait, il va au stade pourquoi? Il va au stade parce qu'il sait ce que c'est un stade. Il sait ce que c'est le foot. Vous pouvez écouter la radio, non? Et bien comprendre un match, non? Donc, il a ses oreilles quand même. D'accord? D'accord. Et donc, si on n'a pas toutes ces informations, on ne comprend pas. On dit seulement comment un malvoyant se retrouve en train d'aller au stade. Mais on ne va pas chercher son histoire pour comprendre qu'en fait, il connaît le football depuis longtemps. Il a connu le foot. Il est devenu malvoyant à un certain âge. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il sait. Quand tu dis rouge, il sait ce que c'est. Mais il y a des malvoyants qui sont nés malvoyants, qui n'ont pas eu le temps d'apprendre les couleurs, les ceci, tout ça, et qui, eux, ne connaîtront jamais peut-être les couleurs ou le match. Quand tu dis match de foot, il faudra lui expliquer juste. Quand tu vas dire ballon, il ne va pas bien comprendre, sauf si tu lui donnes le ballon. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu n'as pas ces informations sur ton invité, tu as du mal à diriger bien ou à mener ton interview. Tu ne peux pas faire une belle interview comme ça. Et maintenant, disons que tu n'es même pas au courant qu'il voyait bien il y a longtemps. Pourquoi tu demandes à un malvoyant si... demande-lui quels sont ses hobbies, ne va pas répondre à sa place en disant le football alors que tu sais très bien que c'est un jeu qu'il ne peut pas. C'est frustrant, quoi. C'est comme si tu l'as appelé pour te moquer de lui. Et en plus, tu as mal fait parce que tu as pris un gros nom quand même de notre musique, quoi. Même si c'est pour un exercice, tout ça, ça passe à la télé. Et même si ça ne passait pas à la télé, si c'était un exercice que tu fais devant des jeunes ou des amis, c'est pas bien vu, ça. Comment tu te retrouves avec cette question sur le foot à un malvoyant? Parce qu'il y a, si je peux, il y a des non-voyants qui jouent au foot. J'en ai rencontré. Tu le dis dans ton interview, que ça ne paraisse pas comme une insulte. Parce que tu dois réfléchir aussi à la place du... Tu dois te mettre à la place de celui que tu interviews pour ne pas le choquer. D'accord? Tu peux lui parler du football des non-voyants. Est-ce qu'il est au courant? Tu vois, tu peux venir là-dessus pour trouver une transition qui va vers là. Mais tu ne peux pas le dire comme ça. Parce que la question que tu posais, c'était juste sur ses hobbies, son passe-temps, qu'est-ce qu'il fait. Tu ne peux pas dire que c'est le foot qui est son hobby. Il faut quand même être assez subtil là, pour poser des questions. Il faut faire très très attention. Et vous savez qu'une interview mal menée peut vous gâcher toute une carrière. Hein. C'est très difficile l'interview. Hein. Ça peut vous gâcher toute votre carrière. Hein. Ça rigole pas l'interview. Oui, c'est très dangereux de toucher les mots et de les mettre comme ça sans percevoir les conséquences que ça peut traîner. Donc il faut vraiment bien réfléchir aux questions qu'on pose. Ne pas s'éloigner de l'objectif principal de notre interview, qui doit être un objectif quand même sain. On ne va pas rester malsain dans des trucs comme ça. Il faut faire très attention. Il y va de votre image, mais de l'image de celui que vous interviewez et de la crédibilité que vous aurez auprès des téléspectateurs qui vous regardent. D'accord? Quelqu'un d'autre? Oui. At some certain point, he called the man he was interviewing. That's André Maïtal. Yes, he called him Papa. Oui, moi aussi ça m'a un peu choqué ça. On n'est pas... Oui, c'est un peu choquant.
C'est un peu choquant parce qu'on doit rester dans le côté professionnel, d'accord? C'est pas ton père. Ça peut arriver que dans une émission de détente où on rigole, on dit alors maman c'est ici ou papa, ça peut arriver. Mais quand on est dans une interview, parce que la manière que tu as présenté ton interview, ça a l'air, il n'y a pas beaucoup d'amusement. On est dans un truc très, très strict et professionnel, tu ne peux pas l'appeler papa. Il s'appelle André Maritala et vous avez vu, on enlève toujours les monsieur sur les noms d'artistes, les noms populaires n'ont pas de monsieur, c'est pour vous dire. Ce n'est pas parce qu'on leur manque de respect, c'est parce qu'on veut qu'on les reconnaisse en tant qu'artistes. Leurs noms, c'est comme des marques. On ne peut pas mettre monsieur sur une marque, d'accord? Donc c'est important que vous le sachiez. Et à ce moment-là, le présentateur ne doit pas se substituer à un fils. C'est pas évident ça, d'accord? Maintenant, ça dépend des contextes, mais pour faire de manière professionnelle et classique, tu ne dois pas, normalement. Oui. Oui, madame, quand vous parlez de rester professionnel tout à l'heure dans une présentation précédente, est-ce que ce serait aussi pas déplacé de tutoyer son invité? Ça dépend. Ça dépend du contexte. Il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de blaguer tous les jours et que c'est dans une émission de détente, quand je parle de détente, je dis vraiment de la détente, pas des débats, pas de... Voilà. Là, vous pouvez vous le permettre. Mais il va être difficile pour un présentateur de dire tu à quelqu'un à qui il ne dit pas souvent tu. C'est pas possible, d'accord? Mais si c'est quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de vous tutoyer et que vous êtes dans un programme de détente vraiment fort, vous pouvez aller jusque-là. Et même, c'est pas très conseillé. Quand on fait une formation comme ça, on conseille, vous voyez, c'est ce qu'on dit. Bon, en anglais, le problème ne se pose pas, c'est pareil. Mais en français, comme d'habitude, le français est très compliqué. Donc, le problème en français, c'est qu'il faut pas... Je pense qu'il faut avoir une certaine crédibilité pour se permettre le tutoiement quand même avec un invité. Par contre, moi, ça m'est arrivé. Moi, je tutoie beaucoup. Mais c'est surtout quand je te connais bien que je te tutoie. Et quand je tutoie, c'est parce que j'ai besoin que la personne en face se sente en confiance, que la personne ne pense pas qu'il y a une barrière entre nous. J'ai besoin que la personne se lâche. Et des fois, pour que la personne se lâche, tu es obligé d'utiliser le tu. Maintenant, il y a des personnes qui n'accepteront pas le tu, là, ça ne plaît pas. Ils te le font savoir d'une certaine manière, tu le comprends vite et tu peux vous voyez. Moi, par exemple, j'ai pu dire tu à quelqu'un que je ne connaissais pas dans une interview que j'avais faite pour le journal Le Messager, c'était Richard Bonnat. J'ai fait 2 pages d'interview en 1999 et je n'ai dit que tu. Et justement, en conférence en rédaction, parce que je suis revenue ce matin-là avec l'interview, un des journalistes, je n'oublierai pas, Alès Gustave Bazé, n'était pas d'accord qu'il y ait tu dans l'interview. Mais le rédacteur en chef, Melvin Akam, avait laissé passer. Peut-être parce que quand il lisait l'interview, si on enlevait le tu pour le vous, en fait, ça allait perdre l'ambiance qu'il y avait entre le présentateur, la personne qui interviewe et l'invité. Parce que ça a rendu l'invité assez chaleureux, détendu, et donc sa manière de répondre, ce n'était que possible si on avait dit tu. Donc s'il changeait pour mettre vous, ça n'allait pas être une interview si détendue. Donc on a laissé comme ça. Ça a paru comme ça. Mais c'est pour vous dire que dans certains contextes, ce n'est pas autorisé normalement, de manière professionnelle. Il faut vous voyez. D'accord? Quelqu'un d'autre? On a différents types de focales. D'accord? On va parler de focales courtes et de focales longues. Pourquoi on dit focale courte, focale longue? Ce qui me vient à la tête présentement, un focal court, c'est... Une focale, on dit. Merci. Une focale courte. On va voir par exemple un focal qui a une courte distance.
par exemple, une 18-55 qui a une courte distance et comparé à une 75 3000. Bon, bien essayé, bien essayé. Retenez donc, on parle de focale courte, oui. Ce que je peux dire de courte et de longue focale, c'est que en faisant ce choix, c'est par rapport à ce que l'on est appelé à faire. Si on est appelé à faire des vidéos avec des profondeurs du champ larges, longues, oui, on doit utiliser les courtes focales. Si on a besoin de faire des vidéos avec des profondeurs du champ réduites, on est appelé à utiliser des longues focales. Bien. Maintenant, c'est dans sa phrase, il a chevauché, mais il a dit l'essentiel. Focale courte, normalement, on va voir en millimètres qu'on va être dans les 24, 18, forcément dans les courtes focales. Et là, on parle encore de grand angle. Et c'est spécialisé pour des grands espaces, pour des prises de vue de paysages le plus souvent. D'accord? Et justement pour des plans d'ensemble. Et vous retenez donc que tout à l'heure on parlait de lentilles. Si on revient à notre système de lentilles et capteurs, si vous êtes à 75, vous avez l'angle plus grand forcément par rapport à 300. Si je me mets ici et que ma lentille est rentrée là, je peux vous avoir peut-être jusqu'à la poitrine. Mais si je vais à 300, c'est au trop un œil que je peux avoir. C'est pourquoi on va parler de focale longue et de grand angle. On est d'accord? Maintenant, la différence entre les focales fixes et les focales longues. Pourquoi ne pas utiliser une focale fixe? Ou bien, pourquoi, selon vous, c'est quoi la différence? Pourquoi on peut aller à deux objectifs au lieu d'avoir un seul objectif qui fait tout ça? Ok. J'essaie de vous expliquer. J'ai un objectif qui fait 18-55. Par exemple. D'accord? Pourquoi je ne peux pas avoir un 50 milli? Pourquoi une autre personne aurait préféré avoir un 50 milli et un 18 milli en focale fixe? Là, il a deux objectifs. Moi, j'ai un seul qui fait 18 jusqu'à 55. Pourquoi ce choix selon vous? Pourquoi quelqu'un peut choisir deux objectifs au lieu de un? Je pense que ce choix peut venir de ce qu'on est appelé à faire, comme je le disais tout à l'heure. Une focale fixe, par exemple, une 18 mm, si on est appelé à faire peut-être seulement des plans rapprochés, je pense une 18 mm, bon, on ne sera pas appelé à utiliser une focale qui fait les deux à la fois, c'est-à-dire 18 et 55. Donc on utilise le 18, on sait que c'est pour telle chose, et puis ça va. Mais la 18-55 fait aussi 18. Et pourquoi choisir un 18 au lieu d'un 18-55? Oui. Par exemple, pour les objectifs fixes, généralement, le plus souvent, on utilise ça pour l'apport de lumière également et pour le champ de profondeur. Voilà le point. Voilà le point que je voulais entendre en fait, la lumière. Les objectifs à focale fixe sont réputés être de grande ouverture, être de meilleure qualité. Je prends un exemple. C'est comme on a un généraliste et un spécialiste. On se comprend? Hein? Le 18 est fait de telle en sorte à être le meilleur en 18 mm. Alors que le 18-55 est polyvalent. Sur ce, il ne peut pas être optimal comme le 18 mm focale fixe.
On a compris maintenant. Mais par ailleurs, le 1855 sera plus coûteux que le 18. Mais si vous achetez le 18 seul et que vous estimez, vous regardez qualité-prix, vous allez voir que en fait, c'est le 18 qui est plus cher si on fait le rapport qualité-prix. On ne s'est pas compris peut-être. Parce qu'en fait, en achetant 2 objectifs, vous revenez plus cher que celui qui a un seul objectif. Pourtant, il fait la même distance, mais il a la meilleure qualité. On s'est compris. Bon, maintenant, autre chose qu'il faudrait prendre en compte, c'est les capteurs. Vous vous doutez bien que, par exemple, la caméra que nous avons juste à côté là, son capteur ne peut pas être le même que celui d'une GoPro. Qui connaît la GoPro? Bon, la GoPro, ce sont les petits appareils numériques, photo ou vidéo, qui font vidéo et photo forcément. Mais c'est miniaturisé. Donc forcément, on est d'accord que son capteur sera plus petit. Mais il y a des adaptateurs qui font à ce que la GoPro peut prendre par exemple cet objectif. Le hasard fait que ce soit un Canon 75-300 qui soit là aujourd'hui. Mais il y a des adaptateurs qui peuvent aller avec la GoPro par exemple. Cette fois-là, est-ce que le capteur de la GoPro qui est 2 fois moins, parce qu'on peut se retrouver à 14.2 par 22.2, contrairement aux 24-36 que tout le monde connaît, qui sont les capteurs standards. Cette fois-là, est-ce que cet objectif va jouer le même rôle que sur un capteur standard? La réponse est non. Non, pourquoi? Parce que si vous mettez un 24 mm sur ce genre sur un GoPro dont on parlait, forcément vous n'aurez pas le rendu du 24 mm, mais à peu près le rendu du 50 mm. Donc il faudra aussi tenir compte du capteur quand on fait le choix de son objectif. D'accord? Ok. Maintenant, est-ce que la longueur focale change quand le capteur change? Si j'ai un capteur de 24 par 36, n'est-ce pas? À la place, je mets un capteur de 14 par 22. Est-ce que la distance focale doit changer? Quelqu'un d'autre pense autrement? La réponse est non. La distance focale ne change pas. Ce qui change, c'est l'angle. Quand l'image vient sur le capteur, sur le 24-36, ça vient à un certain angle. Maintenant, si on réduit le capteur, l'angle doit changer. Donc forcément, si avec le 36, je vous avais de la tête aux pieds, si je change de capteur, je ne vous aurai plus de la tête aux pieds, je verrai peut-être jusqu'à la poitrine. C'est de ça qu'il est. Donc maintenant, pour avoir l'image de la tête aux pieds, je suis obligé de bouger la focale, la distance focale. Ce qui fait que l'objectif qui me faisait, qui était à 24 sur la 36, va me donner plutôt le rendu de la 50 sur un capteur de 14 par 22. On s'est compris? Qui n'a pas compris? Posez les questions pendant qu'on avance au fur et à mesure. Oui. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris dès le départ. Oui. Oui, les capteurs. Les capteurs sont en fonction des appareils. Oui. Oui. Chaque appareil vient avec son capteur. Oui. Mais il y a des standards, comme on dit. Quand on parle sans prononcer le capteur, chacun sait qu'on parle du 24-36. Et il y en a plus petits. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la GoPro. La GoPro ne peut pas avoir le capteur d'une scène, par exemple, non. Et tout à l'heure, vous disiez que si on prend un capteur 14-22 qu'on associe à
une focale. Le 24 milli par exemple. Oui. Bon, là, j'aimerais savoir, est-ce que les capteurs sont internes à la caméra ou bien elles sont externes? À la caméra. Elles sont internes. Oui. Parce que c'est là mon inquiétude. Du moment où on associe une focale sur un appareil, je pense que la focale doit tout simplement obéir, doit tout simplement donner son rendement. Bien sûr. Peut-être que je me suis pas bien fait comprendre tout à l'heure. Ce que je dis, si tu mets une 24 milli, ça c'est l'objectif, sur un capteur de 24 par 36, tu auras une certaine valeur. Supposons qu'à ce moment-là, on est à j'étais de la tête aux pieds. Ça, c'est l'angle qui a changé parce que le capteur est grand. Quand le capteur est grand, l'angle est aussi grand. D'accord? Mais maintenant, si je mets un capteur plus petit, ça réduit l'angle à la sortie de l'objectif. Ce qui fait qu'avec le même objectif, je ne peux plus t'avoir de la tête aux pieds. Pourtant, je n'ai pas bougé. Ça veut dire maintenant, pour t'avoir de la tête aux pieds, il me faut ouvrir davantage. Sinon, à la même position, pour avoir le plan que j'ai avec la 24 mm, si je change d'objectif, je mets sur le grand capteur 24 par 36. Si je mets un 50 mm, j'aurai le même rendement. Donc, ça fait un multiplicateur. Donc, il faut aussi tenir compte du capteur en fonction. Parce que tu peux prendre un 24 mm à une certaine position, j'ai un certain résultat. Toi, à la même position, tu n'as pas le même résultat parce qu'on n'a pas le même capteur. D'accord? Bon, maintenant, la prochaine chose à tenir compte, c'est le diaphragme. Pour choisir un objectif, on se demande est-ce que le diaphragme s'ouvre suffisamment ou pas.